Bon, on ne va pas durer dans cette vidéo-là. On va aller très vite. Tellement vite que les gens ne vont rien comprendre. Je vais ici m'adresser à une jeune fille appelée ici Force Tranquille. Bon, moi, je n'ai même pas besoin de la connaître. C'est quelqu'un qui m'a envoyé une vidéo de cette dernière-là. Et cette personne-là m'a dit, ben, voilà que la personne est en train de vouloir détourner l'attention, hein, des combattants. Moi, quand je parle de combat, je parle des personnes euh, qui se sont coalisées pour une cause. Une cause qui va dans l'intérêt de la majorité. J'ai dit ici que Alassane Ouattara est mon président parce que pour moi, la majorité le soutient. Pour moi. Je vais ici, je sais que c'est une parenthèse, mais je vais la fermer très rapidement. Cette parenthèse. Pourquoi je dis la majorité soutient mon président Alassane Ouattara? C'est tout simplement parce que on ne peut pas prétendre combattre quelqu'un et enrichir la personne. C'est pas possible. Je vais combattre quelqu'un, mais je vais l'enrichir. Je vais lui donner l'argent. Je vais cotiser pour lui. Pour que demain, il paye ses agents pour me mater. Comment on l'enrichit? Aujourd'hui, les élèves là, les élèves sur qui la nation compte, pour que demain, ils soient les cadres de demain, ces mêmes élèves là, sont dans de mauvaises conditions. Ces mêmes élèves ne sont pas assistés. Ces mêmes élèves n'ont pas une assistance de ces gens-là qui se font appeler gouvernement. Et quand leurs enseignants déclarent que les conditions de vie de ces élèves-là ne sont pas bonnes, y compris eux-mêmes, leurs conditions de vie, on emprisonne ces enseignants-là. On les mate. On va chez eux à la maison. On casse leurs portes. On s'encagoule. Et on va les récupérer. On les envoie dans des lieux inconnus. Mais nos parents continuent d'envoyer leurs enfants à l'école. Est-ce que c'est Ouattara qui les force? Nos parents continuent d'envoyer leurs enfants à l'école. Nos parents continuent d'inscrire leurs enfants. Mais vous savez, au temps d'Oufo-Boigny, en 1987, quand les parents d'élèves vivaient mal leur situation de scolarité, ils ont décidé de boycotter les écoles. Donc depuis 1987, il y avait ce qu'on appelle une grève générale où les parents eux-mêmes refusaient d'inscrire leurs enfants à l'école. Donc il y a eu 3 années blanches, c'est-à-dire 1987, 1988, 1989, 1990. Il y avait un syndicat estudiantin qui sortait, qui éveillait les élèves de ne pas aller au cours. Cela a coûté cher à Oufo-Boigny. Cela a coûté très cher à Oufo-Boigny. Mais aujourd'hui, là, on se plaint. On dit on casse nos maisons. Donc, ce qui veut dire, nos enfants n'ont pas un lieu où dormir. Donc, même, à part l'école, ils n'ont pas un cadre pour étudier, pour apprendre. Ils n'en ont pas. Donc, on se plaint qu'on casse nos maisons. Ça, c'est un. De deux, on se plaint que tout est cher, c'est-à-dire même le courant. Là où l'enfant va s'asseoir, pour allumer la lumière, pour lire ses leçons, pour apprendre ses leçons, on dit que ça, c'est cher. Ça, c'est deux. De trois, pour manger, là, l'enfant, pour aller à l'école, il faut qu'il mange. La nourriture, là, on n'en gagne plus. Ils ont multiplié ça par 1000. Donc, aujourd'hui, pour manger en Côte d'Ivoire, il faut être vraiment une personne aisée pour manger 3 fois par jour. Donc, les gens font aujourd'hui mort subite. C'est-à-dire, on mange une fois. Si tu as raté ça, c'est fini. Comme en prison. Donc, nos enfants sont en prison à l'air libre. Bon, au vu, au su, au seuil de tout ça, nous continuons d'inscrire nos enfants à l'école. Qu'est-ce qu'ils apprennent à l'école? Aujourd'hui, quand on est informé que Kandia Kamara, qui est handballeuse, qui ne connaît même pas le B.A.B.A. d'instruction scolaire, cette femme-là est ministre, ministre de l'Éducation nationale. Bon, quand on sait ça, quand on sait que ceux qui sont là, ils ne sont pas passés par les normes pour les former,
Mais quel espoir on peut avoir quand nos enfants vont à l'école? Quel espoir? On peut avoir quel espoir quand nos enfants vont à l'école? Donc cette école-là, ces écoles-là, ne sont pas dignes d'être appelées écoles. Donc aujourd'hui, il y a Internet où nos enfants peuvent apprendre. À nous d'éduquer nos enfants à la maison. Et leur montrer comment ils peuvent avoir un savoir sur Internet. Parce qu'il y a tout sur Internet aujourd'hui. Internet est le lieu où nous instruisons. Que tu veux, que tu ne veuilles pas, tu vas... Autant d'Alassane Ouattara, il n'y avait pas d'Internet. Donc il était obligé de partir à l'école pour être informé. Mais aujourd'hui, là, ce qu'on les apprend à l'école, il y en a mieux sur Internet. Vous payez cher l'Internet. Vous payez cher le courant. Vous payez cher même vos maisons. Maisons là, ça a quadruplé. Et vous allez encore payer cher l'école. Donc, vous êtes en train de valider la médiocrité des gens. Raison pour laquelle j'ai dit à Alassane Ouattara, mon président, normalement, 0 enfants à l'école. Quand ils ouvrent leur classe là, on ne voit personne. Ils vont aller vous arrêter pour ça. Vous ne pouvez pas marcher. Vous ne pouvez pas vous plaindre. Mais au moins, vous n'êtes pas obligé de contribuer à leur manigance. Mais c'est vous là qui encouragez vos enfants à aller à l'école. Et vous voulez que je dise que Ouattara n'est pas mon président, mais c'est mon président. On peut tout dire de Ouattara. Mais Ouattara n'a pas forcé quelqu'un pour participer à sa manœuvre. Ouattara n'est pas allé taper pour de quelqu'un pour dire pourquoi tu n'as pas envoyé ton enfant à l'école. Ouattara n'a pas fait ça. Il ne faut pas on va mentir sur lui. Raison pour laquelle je dis Ouattara est mon président. Mais quand j'entends une jeune fille du nom de Force Tranquille, bon, c'est pas son nom, c'est son pseudo, une jeune fille qui se fait appeler Force Tranquille, tu es Force Tranquille de quoi? Utiliser des thèmes pour détourner l'attention de la jeunesse consciente, je suis obligé de me dresser contre elle. Je vais vous montrer ici quelques vidéos de cette jeune dame-là qui parle de tout et de rien en même temps. C'est-à-dire, elle délie et en même temps, elle fait croire qu'elle s'exprime. Je vais vous laisser écouter ici cette fille-là. Il est important. Il est important. Bon, moi, quand on m'a envoyé sa vidéo, j'ai dit, bon, peut-être qu'elle est ignorante. Mais elle dit des choses dedans qui doivent tirer l'attention des gens. Mais dans le fond, c'est de l'ignorance. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? J'ai dit, je vais l'appeler. Je suis rentré en contact avec elle. Je lui ai donné mon WhatsApp. Et je lui ai dit, j'aimerais qu'on discute sur la situation de la Côte d'Ivoire. Elle me dit, d'accord, il n'y a pas de problème. Bon, j'aimerais que tu m'écrives. Je dis, nous on sait ce qui se passe aujourd'hui là. Je vais entendre la personne là à qui je parle. Comme ça, elle me dit, bon, je vais prendre ma douche. Et après ma douche, je te fais signe. Hier, je ne l'ai pas entendu. C'est pas grave. Alors aujourd'hui, j'ai vu son message. Bon, écoute, j'avais des courses, etc., etc. Ce qui a fait que tu ne m'as pas entendu. Mais, quand tu... Bon, j'ai pas bien compris son truc. Mais je suis dit... Je ne sais pas qu'est-ce qu'elle a dit là. Et par la suite, pour moi, elle souhaitait que je l'appelle. Et je l'ai rappelé. Elle me dit, je suis en repos. Donc, je t'ai dit que si faut donne-moi ton calendrier. Comme ça, je pourrais te rappeler. Elle dit, ok, désolé. Donc, je lui ai envoyé un message par la suite, vu qu'elle ne m'appelait pas. Je lui ai envoyé un message pour lui dire, bon, écoute, il n'y a pas de souci. Moi, je voulais te parler de la Côte d'Ivoire. Il ne s'agit pas ici de prendre photo des gens. Je vais vous montrer ici la femme qu'on appelle Force Tranquille. Il ne s'agit pas de prendre photo avec des gens. Il s'agit de savoir ce qui se cache derrière ceux avec qui on prend photo. La femme qu'on appelle Force Tranquille a dit ici que les gens la traitent de corrompue ou de traite. Donc pour elle, elle a sa façon à elle de défendre sa cause. Sinon, défendre son opinion. C'est tout à fait logique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette femme qu'on appelle Force Tranquille, je vais ici, bon moi je ne la connaissais pas. C'est quelqu'un qui m'a envoyé cette vidéo. Moi je ne la connaissais pas. Je ne savais pas qui c'était. Avant de rentrer en contact avec elle. Comme je dis, Dieu vérité, nous, on est très rapide dedans. Voilà, pour s'informer là. Bon, ça ce sont les photos qu'elle diffuse sur sa page. Vous allez voir ici une photo de Gbagbo Laurent. Vous allez dire que non, elle parle de Gbagbo Laurent. Mais elle dénigre Gbagbo Laurent. Elle dénigre ce monsieur-là. Elle dénigre ses faits. Mais je vais rentrer dans les détails tout à l'heure. Et elle publie ici les photos où elle est avec Assalfo. Les photos où elle est avec Alassane Ouattara. Et elle fait les éloges
comment elle s'appelle? Madame Ouattara. Elle fait les erreurs de Madame Ouattara. Je vais vous dire les raisons pour lesquelles je suis venu ici parler d'elle. Normalement, je n'allais même pas parler d'elle. C'est que sur sa page, elle a au moins 100 et quelques mille, 133 000 personnes qui la suivent. Ce qui veut dire 133 000 personnes qui se laissent emporter par la diffamation, par la déformation de ce que les Ivoiriens ont vécu. Et pour ces 133 000 personnes-là, j'ai décidé de ramener au pas ces 133 000 personnes. Mais avant de continuer cette vidéo, je vais vous laisser ici cette femme-là. Je vais lui donner la parole. Il faudrait qu'elle s'exprime. Elle va vous dire ici ce qu'elle pense de la situation en Côte d'Ivoire. J'ai voulu faire ça à huis clos. Mais malheureusement, c'est une femme un peu trop orgueilleuse qui ne peut pas se donner le plaisir d'échanger avec quelqu'un. Donc, je suis obligé ici, comme Bédier l'a fait dans le temps où j'ai parlé en public, je suis obligé ici de parler en public. Donc, je vais laisser ici cette dame-là vous parler, puis ensuite je vais la répondre. Soyez salués, Ivoiriens, Ivoiriennes, fils et filles de la Côte d'Ivoire, bien-aimés peuple africain. La force tranquille vous salue. Je vous salue depuis vos positions. J'espère que vous allez bien. Je suis la force tranquille et je fais ce live ce soir, tard dans la nuit. Tout dépend d'où vous me prenez. Je salue les Ivoiriens depuis le nord. Déjà, ne salue pas Ivoirien ici. Parce que tu es une corrompue. Tu es une corrompue de grande envergure. Ne salue pas Ivoirien ici. Parce que les Ivoiriens ont une situation. Les situations là, si tu veux les saluer, commence déjà par t'inquiéter de ce qu'ils vivent. Mais vu que la suite de ta vidéo ne serait pas de s'inquiéter de ce qu'ils vivent, tu vas plutôt parler de ton association et de ce que quelqu'un a fait. Donc ne les salue pas. On va continuer ici. On va continuer. Je vous salue depuis vos positions. Comme je sais que je suis restreinte, ma page elle est restreinte, donc je n'ai pas vraiment envie de durer dans ce live. Voilà. Excusez-moi, j'ai essayé d'éloigner un peu la caméra. J'espère que vous allez bien. Vous m'avez manqué. Il t'a manqué même. En bonne santé. Mais ce qu'on est Catino prononcer ces phrases, j'ai dit à Dama, c'est un rêve ou quoi? On a discuté, on s'est discuté de la Côte d'Ivoire jusqu'au petit planton. J'ai dit, c'est toi qui vas dire, ou bien nous tous on dit. Les véhicules sont sortis. Évidemment, ça affaiblit la peau. Demandez à ma fille qui est dans l'esthétique là, qui s'appelle Estelle Trayo, ma petite soeur chocolatée qui est sur le live. Demandez-lui, elle vous dira. Demandez à quiconque. Les malades qui sont couchés à l'hôpital, quand vous partez là, leur peau là, c'est trop joli. C'est parce que moi-même, Dieu m'a fait grâce. Je suis belle naturellement, telle vous voyez, sans filtre. Oh. Sans maquillage, sans... C'est belle où? As diesel. J'ai dit attention. Aya en train de faire une dépression. Personne ne m'a écouté. J'ai dit Aya Robert en train de faire une dépression. Parce que les symptômes de ça, il faut avoir vécu ça pour savoir, pour connaître. J'ai dit Aya Robert en train de faire une dépression. Je mettais les commentaires parce que moi je ne monte pas sur les lives. Donc je mettais ça en commentaire. Mais personne n'a pris mes commentaires au sérieux. Je n'ai pas fini de parler. 2 jours après, j'ai entendu qu'Aya Robert est en train de pleurer, elle a claqué. C'est ça les symptômes de la dépression. Et quand on n'assiste pas à une personne comme ça en dépression, le pire peut arriver. La personne peut sauter la vie. C'est ce qui a failli m'arriver. Mais Dieu m'a fait grâce. J'avais des personnes que Dieu a suscitées pour m'assister, pour m'épauler. Un gars comme Balou Balou, mon frère, mon petit frère. Il ne m'a jamais abandonné à cette époque. Bien qu'on lui mettait la pression pour dire qu'il faut l'insulter, il dit je ne le ferai pas. Moi-même je l'appelais, j'ai dit mais pour avoir ta paix, il faut me maudire et puis il faut partir. J'ai fait ce que Job a dit. Comment on l'appelle? Voilà. Je ne sais pas si... Non, la femme de Job. Il a dit il faut me maudire et puis tu vas partir. Je ne t'en voudrais pas. Il dit jamais. Il est resté comme ça avec moi. L'une des plus fidèles personnes sur Facebook que j'ai pu connaître. Le Moriba Kone Modjoula Choko. Ma petite soeur qui est en Tunisie, que je salue. Elle est restée tous les jours au téléphone avec mes enfants et moi. Elle ne m'a jamais abandonnée. Je ne dis pas son nom pour la protéger, mais elle se connaît, ma petite soeur chocolatée. J'avais souvent parlé d'elle dans les lives.
Et après, les gens ont pris sont allés dans son inbox pour pouvoir lui créer des problèmes. Donc, c'est pour cela que je ce sont les détails. pour la protéger. Mais c'est à l'idée de travailler avec Adjumani, je suis rentrée en Côte d'Ivoire. C'est derrière lui que je suis depuis. Vous m'avez vu où? Vous m'avez vu où? Mais c'est derrière Adjumani, là, vous avez dit que si moi, je suis lui, là, faut plus moi marcher avec vous. Parce que moi, ils sont mauvais. Mais vous, on vous voit. Hein. On vous voit. Hein. Les gens même vont chez vous. Vous allez chez eux. On vous voit. Mais vous, pour vous, c'est normal. C'est moi, ils sont mauvais. Pas moi, ils marchent à Adjumani. Moi, ils marchent à RHDP. Comme ils marchent avec un gars de RHDP. Donc, moi, ici, ils sont mauvais d'aller loin là-bas, de pousser loin. Mais vous, quand ils vous voient aussi là, vous-même, ça est le papa des RHDP, vous êtes dans la maison même des RHDP, vous êtes même sous la tente des RHDP. Puis ça là, quand on parle, vous allez envoyer les gens pour venir nous insulter, pour venir mettre des commentaires bande de couillons, pour venir faire comme si ce qu'il a dit là, c'est faux. Comme si Ivoirien est bête. Vous pensez que vous faites ça et puis ça ne fait pas mal. Genre, moi, dans moi, ma poitrine, il n'y a pas de cœur. Ça dit, moi, mon sang là, c'est de l'eau. Moi, ma poitrine, il n'y a pas de poumon dedans. Bon, famille, je vais m'aligner mes députés là parce que, excusez-moi, je ne veux pas la traiter de dévergondée. Je vais ici donner quelques réponses à cette dernière-là qui, depuis cette vidéo que j'ai reçue et qu'elle continue de faire des vidéos sur sa propre situation et donner une raison pour laquelle elle a suivi les gens qui sont là. Donc, je suis obligé de répondre à ça, pour ne même pas dire à elle, de lui répondre, je vais dire à ça. J'ai essayé de l'appeler pour qu'on puisse parler à huis clos, pour lui dire que quand on veut mener un combat, on ne le mène pas parce que nous voulons que les gens s'occupent de notre situation de vie. Ce n'est pas vrai. Le combat, ça s'appelle affronter. Mais qu'est-ce qu'on affronte? On affronte quelque chose qui est difficile. On affronte quelque chose qui peut être rude ou même mort peut s'en suivre. Un combat, c'est ça. Laisser sa peau pour atteindre son objectif. C'est-à-dire, quand toi tu parles, si toi tu n'es plus là, tes enfants vont suivre. C'est ce que Babo disait, quand je vais tomber, que quelqu'un prenne le bâton et qu'il continue la course. C'est ça qu'on appelle le combat. On ne va pas à un combat parce que ça personne. Parce que ce que tu appelles combat, que tu vas pour ta personne. Mais tout le monde n'est pas comme toi. Les gens d'autres ne vivent pas comme toi. D'autres sont dans les hôpitaux. Ils n'ont pas la force de sortir. Mais c'est pour ces gens qui sont dans ces hôpitaux, ces gens qui n'arrivent pas à manger, ces gens qui n'arrivent pas à dormir, c'est eux leur poids, leur problème que tu mets sur ta tête et puis tu dis, je m'en vais trouver une solution pour vous. C'est ça un combat. Mais on ne va pas à un combat pour dire, quand j'étais malade, il y a telle personne qui m'a soutenu. Est-ce que tu connais le problème de Gbagbo Laurent quand il se battait pour qu'on appelle la pluralité des partis, de partis politiques? Multipartisme, tu connaissais ces problèmes? Gbagbo t'a dit comment il vivait. Mais est-ce que les Ivoiriens cotisaient pour Gbagbo Laurent? Aujourd'hui, quand on dit parti politique à gauche, parti politique à droite, il y a un nom. En Côte d'Ivoire, il s'agit bien sûr de M. Gbagbo Laurent qui s'est levé un beau matin et qui a dit, si on a choisi le système démocratique, alors le système démocratique nous dit que chacun a le droit d'avoir son opinion. Et à travers son opinion, il peut créer un syndicat, il peut créer un parti politique. C'est Gbagbo qui est sorti, il a même fait prison pour ça. Les gens ont cotisé pour lui. Les gens ont cotisé, ils savaient comment Gbagbo vivait. Ils savaient comment Gbagbo mangeait. Alors toi, tu viens ici pour ta petite personne de fourmi, parce que les gens ne t'ont pas soutenu quand tu étais dans la dépression, et que c'est Balou, mais c'est pas quoi que ce soit, ta nièce de tipa. Donc du coup, tu as décidé de marcher avec ces gens-là. Des Adjumani et autres. Tu as décidé de marcher avec eux. Mais il faut accepter qu'on te traite de traite. Moi, j'ai dit ici, Ouattara est mon président, pas parce que je valide sa gouvernance,
Mais parce que l'Ivoirien lui-même, en général, a décidé de faire de Ouattara un président. La démocratie nous dit quoi? La majorité qui l'emporte. Alors si la majorité, quand tu leur parles de leurs conditions de vie, ils refusent. Mais c'est tout à fait logique que je trouve que le monsieur là, il est sur la bonne voie parce qu'il répond aux besoins de ceux-là qui valident sa gouvernance. Mais aller jusqu'à dire, je suis avec Adjoumani parce que les gens ne m'ont pas soutenu quand j'étais dans la dépression, c'est une injure pour le combat. C'est une foutaise pour le combat. Et c'est d'ailleurs pour cette raison j'ai voulu rentrer en contact avec toi. N'oubliez pas, j'ai vu un lézard, pour ne même pas dire un serpent, dire ici que lui là, il a voté Gbagbo. Gbagbo a fait des programmes de gouvernance, de goudron, qui n'a pas trouvé de solution. Je vais vous laisser écouter cette personne-là. Alors lui, Gbagbo l'a déçu. Mais je pense que ce monsieur Gbagbo que vous êtes en train de parler là, vous êtes en train de salir son nom là. Vous devrez avoir un peu honte. Vous devriez avoir honte. Parce que si aujourd'hui vous pouvez prendre votre caméra pour ouvrir votre sale gueule, pour parler là, il y a eu un an, il s'appelle Gbagbo Laurent. Autant d'Oufoué là, quelqu'un pouvait parler. Quelqu'un pouvait parler. Si aujourd'hui des gens sont ici en France qui parlent d'Alassane Ouattara, c'est à cause de qui? Il y a un an, il s'appelle Gbagbo Laurent. Vous allez me forcer à devenir RADP. PPACI. Vous allez me forcer à prendre parti à devenir PPACI. Parce que ce que vous êtes en train de faire, même si vous êtes inconscient, mais la Bible nous parle de la reconnaissance. Reconnaissez ce monsieur-là. C'est pourquoi au grand jamais, quels que soient ses défauts, je ne vais jamais mal parler de lui. Parce qu'il a péri sa vie pour donner une valeur à l'Ivoirien. Vous ne pouvez pas comparer ses efforts à des goudrons, à des routes, ou bien à la lumière. Les routes, les goudrons, comparés à votre liberté aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a de comparaison? Qu'est-ce qu'on peut comparer? Comment on peut comparer? Ce monsieur s'est battu pour votre liberté. Il y a eu un peu, je dis un peu de reconnaissance. Donc quand des gens comme la soi-disant force tranquille viennent s'asseoir pour dire que les gens n'ont pas pensé à sa dépression, donc du coup, elle a choisi d'être avec Adjoumani et les gens la traitent de traite, mais il faut simplement accepter parce que tu es traite. Adjoumani c'est qui? C'est quelqu'un qui a décidé de servir ceux-là qui ont tué en dehors nos parents. Adjoumani c'est quelqu'un qui a accepté, qui a choisi. Vous êtes en train de parler de goudron. Vous voyez les goudrons. Vous voyez les routes. J'aimerais que nos frères qui sont morts à Boaké, nos frères qui sont morts à Ferkese-Dougou, nos frères qui sont morts à Katiola, nos frères qui sont morts à Daloa, nos frères qui sont morts à Korogo, j'aimerais qu'ils sortent aussi pour venir voir les routes là. Si vous avez un moyen pour les ramener à la vie, moi je vais vous suivre. Ces routes là sont importantes que leur vie. Donc c'est pour faire des routes. Raison pour laquelle il fallait tuer ces gens là. Vous, c'est parce que vous êtes vivant que vous parlez. C'est parce que vous voyez ces routes là que vous parlez. On suppose que vous étiez dans le même cas que ces gens-là. Vous pourriez témoigner une route? Vous ne pourriez pas. Je vais vous laisser ici écouter ce monsieur-là. Je vais vous laisser ici écouter ce monsieur-là. Et puis, on va revenir sur cette dernière. Aujourd'hui, je veux être sans filtre et puis sans faux fuyant. Parce qu'on ne va pas long ce qui est court. Suivons ensemble cette vidéo. Et puis, on se parle juste après. La route là n'a pas de chance. Ou bien, c'est vous qui n'avez pas de chance. Pour 35 km de Kébissou à Sagassou, vous faites à peu près 200 km en allant jusqu'à Boaké pour faire une grande virée. Moi, avant que je ne sois élu, je me suis entêté pour l'emprunter, mais j'ai usé 2 pneus. Il y a 2 pneus qui ont éclaté sur la route. Parce que les cailloux sont devenus tranchants. Les cailloux de cette route sont devenus très tranchants. Le grand problème du département d'Agboville, le grand problème de toute la région de l'Agnépi et le grand problème d'une grande partie des départements de Côte d'Ivoire, c'est le problème des routes. On n'a pas de route. On n'a pas de route.
On n'a pas de route. Pour aller à Saint-Chi, c'est une catastrophe. Pour aller à Saint-Chi, c'est une catastrophe. On peut faire à Beauville, Saint-Chi, 65 km, mais on peut faire facilement une journée. Facilement, une journée. Si on a la chance, parce que... Vous voyez, c'est à cause de toutes ces choses que moi, qui suis profondément de l'Ouest, des deux parents de l'Ouest, je suis très opposé à la politique populiste de ce monsieur. Comprenez de quoi il s'agit. Nous avons vu deux discours différents, dans deux lieux différents. D'abord un, dans l'Agnébitiassa, l'autre dans le Grand Centre. Le premier dans le Grand Centre, où il parlait de la route Tébissou-Sakassou. Il parlait de 200 km qu'il fallait faire sur une route remplie de pierres tranchantes. Donc une distance à faire de manière catastrophique. Il n'avait pas trouvé de solution. Il a juste mentionné le problème. Et en plus, plus grave dans l'ironie, dans l'humour, c'est trop grave de rire avec les problèmes des populations. Le deuxième extrait, on se retrouve dans la Nébitiassa, où face à la route dégradée à Beauville, Rubino, Séchi, là encore, il mentionne le problème, mais il ne trouve pas de solution. Toujours avec le même procédé, l'humour, le rire, n'est-ce pas, à ne point finir. C'est pour toutes ces choses que moi, qui suis de l'Ouest, je dis qu'on n'est pas obligé de faire la politique régionaliste. Si quelqu'un est du Nord et qu'il estime que le président Ouattara ne le rassure pas en termes de politique de développement, mais il est libre de suivre le parti qu'il souhaite. Il est libre de suivre l'idéologie politique qu'il souhaite. Moi qui suis profondément de l'Ouest, j'ai voté, je le dis bien, je serai sans faute, j'ai voté le président Laurent Gbagbo en 2010, au premier comme au deuxième tour. On nous a raconté tellement de choses sur le président Alassane Ouattara qu'aujourd'hui, à l'heure du bilan, à l'heure du grand bilan, le bilan nous fait honte nous-mêmes. Quand on entend ce genre de discours de la part de celui en qui on avait eu confiance hier, vous comprenez de quoi il s'agit. On était tellement aveuglés par les approches régionalistes. On était tellement aveuglés par, n'est-ce pas, nos choix, n'est-ce pas, raisonnés par l'appartenance régionaliste. Mais si la Côte d'Ivoire veut arriver, si la Côte d'Ivoire veut réussir, on sera obligé de faire des choix rationnels et non des choix émotifs. Et moi, je ne suis plus dans l'émotif. Avec ce que nous tous on a entendu là, les deux routes dont il parlait qui étaient impossibles à réaliser là, aujourd'hui, le président Alassane Ouattara, d'un clic, a réalisé toutes ces voies là. D'accord. On va parler. Vous voyez, voilà des gens qui disent qu'ils ne font pas de déclarations émotives. Et moi, ça me choque la tête de savoir que ce genre de personnes-là sont suivies par des gens, par des personnes qui mettent le like. Voilà des gens. Le président Laurent Gbagbo, il faut savoir dans quel contexte il parlait des routes. Je vais t'informer, comme tu n'es pas informé, moi je vais t'aider. Dans quel contexte le président Laurent Gbagbo parlait des routes? Le président Laurent Gbagbo a fait une campagne. Sa campagne était basée sur la délocalisation de nos institutions dans chaque département. Sa campagne était basée sur la décentralisation. Mais qui parle de décentralisation parle d'une délocalisation. C'est-à-dire mettre des institutions importantes dans chaque département. Mais pour arriver dans ce département, il faut des routes. Pour arriver dans ce département, c'est-à-dire pour prendre les machines, les voitures, tout ce qui va avec, pour aller construire dans ce département, mais il faut des routes. Il faut des routes. C'est pendant cette réalisation que est survenu un coup d'État.
Ce coup d'État s'est transformé en rébellion. Mais dans cette rébellion-là, tu demandes à Gbagbo Laurent de trouver une solution pour les routes. Mais je pense qu'on lui a imposé un autre calendrier que celui qu'il avait prévu, qui allait dans le sens du développement de la Côte d'Ivoire. Cet autre calendrier-là, c'était que la Côte d'Ivoire s'est fait agresser. Donc, comme tu n'es pas conscient et que tu es constipé mentalement, je vais te rafraîchir la mémoire pour te dire que ces gens qui sont venus faire coup d'État là, ils ne sont pas venus avec des rameaux à la main. Ils ne sont pas venus avec gâteau d'anniversaire à la main. Ils ne sont pas venus avec placali et puis foutu et puis sauce graine à la main. Ils sont venus avec des armes. Ils sont venus avec des armes. C'est-à-dire pour tuer des citoyens. Entre la vie de ces personnes-là et puis Goudron, qu'est-ce qui peut être prioritaire? Toi aujourd'hui, aller au travail, travailler pour venir nourrir ta famille est prioritaire. Quand tu te lèves matin et que tu apprends que ta femme est en train de mourir, qu'est-ce qui sera prioritaire? Tu vas aller au travail? Bon, tu décides d'aller soigner ta femme, de ne pas aller au travail. Au travail, tu ne vas pas partir là, on te renvoie. Et la femme se réveille, elle dit, c'est parce que tu étais incapable, raison pour laquelle on t'a renvoyé au travail. Mais elle va oublier que c'est parce que tu as décidé de lui donner, de lui offrir la vie qu'on t'a renvoyé au travail. Mais c'est la même chose. Gbagbo a décidé de vous offrir la vie. À lieu et place de la mort. Il a décidé de se préoccuper de votre santé et de votre vie. Donc, au lieu d'aller prendre des machines pour construire des routes, il a pris cet argent pour acheter des armes, pour défendre ses enfants qui mouraient, ses pères sans défense qui mouraient, ses mères sans défense qui mouraient. Qui les tuait? Toi, Alassane Ouattara, que tu dis qu'il a fait Goudron. Mais pose-toi la question de savoir qu'est-ce qu'il était pour cette affaire, dans cette affaire. Ses collaborateurs disent c'est pour lui, ils ont pris les armes pour tuer les gens. À son temps aujourd'hui, est-ce que le pays est divisé en deux? Il faut savoir que la Côte d'Ivoire fait 362 km². 662 km², pardon. 322 662 km². La Côte d'Ivoire, y compris Korogo, Bouaké, toutes ces régions, tous ces départements ont un apport financier au trésor public ivoirien. Alors, quand ces départements-là sont coupés, et que les gens, les pauvres gens qui ne sont pas dans la rébellion, qui ont leur local, qui ont leur maison dans ces endroits, on doit payer le courant pour eux. On doit payer l'eau pour eux. Mais avec quel argent on doit payer ça pour eux? Avec l'autre partie qui rapporte. C'est ça, on prend pour payer courant, l'eau pour les autres qui sont dans les zones assiégées. Tu voulais que le Gbagbo enlève l'argent là où? Pour faire tout ça là. Et puis mettre Goudron. Tu voulais qu'il fasse ça comment? Donne-nous une idée. Donne-nous une solution. Mais malgré tout ça, nos fonctionnaires étaient payés. Mais c'est avec l'argent des fonctionnaires qu'il n'y avait pas de microbes en Côte d'Ivoire. C'est avec l'argent des salariés qu'il n'y avait pas de microbes en Côte d'Ivoire. Parce que les enfants mangeaient quand même. Même si c'était 2 repas par jour, mais ils mangeaient. Les enfants ne prenaient pas la Méditerranée. Parce qu'au moins leurs parents leur donnaient à manger. Donc le fait que Gbagbo se soucie du lendemain de nos enfants, de leur père, de leur mère, n'est rien comparé au Goudron. N'est rien comparé aux routes. Vous voyez, quand je m'assois puis je dis, je peux être président de la République Côte d'Ivoire, les gens disent que non, peut-être que je fais de l'ironie. Non, ce n'est pas de l'ironie, c'est une réalité. Parce que quand vous allez donner le micro à ceux-là qui sont autour de Gbagbo Laurent, à ceux-là qui se font appeler cyberactivistes de Gbagbo Laurent, ils ne seront pas touchés le vrai sujet. Et ce qui va donner la force à ceux qui sont devant là, pour dire, oui, ils ont en face d'eux des plaisantins. Mais moi, je serai PPACI, je pense que ces bruits-là allaient s'arrêter. Il faut toucher le vrai problème. Il faut toucher la vérité. Parce que nous l'avons tous vécu. La crise ivoirienne est passée sous nos nez. Nous l'avons senti. Nous l'avons vu. Donc racontez ça à vos hommes qui étaient dans la drogue, qui ne se souvenaient de rien, qui étaient sous je vais dire quoi, sous l'alcool,
qui ne se souvenaient de rien. Sinon, nous qui étions lucides, nous connaissions la réalité. Ne venez pas nous raconter des bêtises. Ne venez pas nous raconter des bêtises. Quand ils se lèvent, les soi-disant partis politiques, ils s'asseyent sur les plateaux télé, ils disent ici, on voit que la Côte d'Ivoire a changé, on voit que la Côte d'Ivoire est émergente. Aujourd'hui, vous voyez, mais c'est être con et être bête, c'est s'insulter soi-même. C'est s'insulter soi-même. Quand tu dis que quelque chose a changé, ça doit être profitable pour ceux-là qui t'ont soutenu. Mais aujourd'hui, ces mêmes gens qui t'ont soutenu se lèvent et revendiquent toujours. Dans tous les pays, il y a des revendications, mais que ces revendications soient au-dessus de l'entendement de l'être humain lui-même. C'est-à-dire, je peux me lever pour revendiquer, par exemple, que le cancer ne se soigne pas en Côte d'Ivoire, on meurt de cancer. Mais sachant qu'on n'a pas de laboratoire qui étudie cette maladie, ça va au-delà de notre entendement. Je peux me lever, par exemple, pour revendiquer qu'on n'a pas la sécurité sociale. Mais sachant que pour avoir la sécurité sociale, il nous faut vraiment avoir une bonne rente économique pour qu'on puisse déjà étudier comment subvenir aux besoins de tout le monde. Mais l'Ivoirien sort, il marche pour dire qu'il n'a pas de l'eau à boire. Il n'y a pas l'eau potable. Mais c'est le b.a.-ba. Ça, c'est une honte. L'Ivoirien sort pour dire qu'il n'arrive même pas à payer le médicament pour se soigner. Mais si l'Ivoirien il est malade, il ne peut pas se soigner. Mais comment il peut travailler? Comment? L'Ivoirien sort pour dire nos élèves là, à l'école, là, ils ne peuvent pas apprendre. Mais ça, c'est le B. Si toi, tu es président, tu dis que tu es président, tu n'es même pas capable de répondre aux besoins vitaux d'une population. Mais tu fais quoi là? Mais tu fais quoi là? C'est de ça qu'il est question. Tu as venu prendre pont pour dire que oui, j'ai construit le pays là. Mais soyons sérieux. Derrière ce pont là, combien ils ont soutiré, ils ont volé aux Ivoiriens? Ils ont créé le pont pour que les gens voient ce qui est viral. C'est pourquoi j'aime bien la Bible qui dit que Jésus était sur la colline quand il faisait ses 47 jours de jeûne. Quand le diable est venu le tenter, le diable ne lui a pas parlé du fait que Jésus sera héritier de l'infirmerie. Il sera héritier de les situations sanitaires ou les situations salariales de la population. Le diable a montré à Jésus quoi? Son empire. Ce qui brille à l'œil. Mais derrière ce qui brille à l'œil, là, qu'est-ce qui se cache? Tout ce qui brille n'est pas de l'or. Qu'est-ce qui se cache? Mais ce que Ouattara fait, le diable, il vous montre goudron. Il vous montre les lumières, les échangeurs. Mais oui, il a besoin de vous montrer ça pour détourner votre attention. Pour ne pas que vous pensiez à la situation précaire que vous vivez. C'est tellement simple. C'est pourquoi quand je vois mes frères et sœurs, sincèrement, quand tu leur parles de la situation, tu dis c'est politique, je dis je peux être président de la République de Côte d'Ivoire. Parce qu'on a comme l'impression que tout le monde est bête. On a comme l'impression qu'ils ne sont pas intelligents. Parce que vous avez vécu une histoire. Les Français ont vécu leur histoire. Avant que les Français se développent, ils ont d'abord chassé Hitler de leur pays. Ils se sont barricadés contre les envahisseurs. Ils ont même cherché des alliés. Il n'y avait pas de parti politique. L'histoire de la France nous parle de De Gaulle. De Gaulle n'était pas un politicien. C'était un militaire, comme Assimi Goïta, comme Tiani, comme aussi Ibé. C'était un militaire, De Gaulle. L'histoire nous parle de la France. Comment la France a réussi à se développer. Elle a d'abord enlevé la gangrène qui l'empêchait d'avoir sa liberté, qui étaient les troupes de Hitler sur son territoire. Vous êtes en Côte d'Ivoire, vous avez des troupes étrangères sur votre territoire, même ceux-là qui sont chargés de veiller à votre sécurité sont des étrangers. Et vous, ce qui vous intéresse, c'est Goudron que l'autre l'a mis, celui-là qui a tué vos parents, c'est Goudron qui l'a mis là. C'est ça qui vous intéresse. C'est Goudron là qui vous intéresse. C'est Imra, c'est Dipibi, c'est José qui chante au nom de ces gens. Là, les concerts, vous êtes remplis. Voilà pourquoi j'ai dit que Alassane Ouattara est mon président. C'est pourquoi je dis qu'il est mon président. Parce que c'est un peuple inconscient. Aujourd'hui, nous sommes à l'étranger. Nous sommes en France. On peut vivre dans nos familles tranquilles, sans se soucier de vous là. De vous les merdes là.
Mais aujourd'hui, c'est vous là qui vous érigez en défenseur de celui qui vous a violé et qui continue de vous violer. Si ce n'est pas une honte, c'est quoi? Donc je vais ici m'adresser à cette femme-là qui se fait appeler fausse tranquille. Quand tu n'as rien à dire, ferme ta gueule. Ah oui, moi je te le dis. Ce n'est pas le fait de prendre ton balcon, soulever ça ici, pour te jouer les poclés, qui va faire que les gens vont être découragés. Non, les gens vont être découragés du combat, où les gens... Hey, si je parle ici, ce n'est même pas à toi que je parle. C'est aux 133 000, je dis bien 133 000 abonnés sur ta page, c'est pour eux que je parle. Écoutez, cette femme-là est en train de dire que vous êtes vraiment des kokumbo, des gens qui n'ont rien dans la tête. Elle parle de son problème. C'est parce qu'elle avait un problème. Est-ce que vous qui êtes sur sa page, vous n'avez pas de problème? Quelqu'un se soucie de vous? Elle est qui? Et puis les gens devraient se soucier de elle, sa dépression. Mais vous, votre dépression, qui se soucie de ça? Et c'est parce que les gens ne se sont pas souciés de elle, sa dépression, qu'elle a trouvé un nouveau partenaire. Mais c'est la même chose qui se passe avec Antoinette Alani. C'est la même chose qui se passe avec Antoinette Alani. Antoinette Alani a fait dormir les Ivoiriens en disant quoi? Parce que son soi-disant, elle n'avait pas été appelée pour soutenir, pour chanter lors de la campagne de Gbagbo. Elle a choisi l'autre camp. Antoinette Alani l'a dit, hein. C'est pas moi. Moi, je ne fais que répéter ce que les gens disent. C'est pas du tout moi. Vous pouvez demander à Antoinette Alani. Antoinette Alani a dit ici que c'est parce qu'elle n'avait pas été soutenue, elle n'avait pas chanté lors de la campagne de Gbagbo, raison pour laquelle elle est allée chez Alassane Ouattara. Ça s'appelle comment? De l'égoïsme. Elle ne pense qu'à sa petite personne. Mais quand elle est allée pour la campagne d'Alassane Ouattara, mais elle a pleuré. Antoinette Alani a pleuré. Mais elle a pleuré pourquoi? Elle a pleuré parce que elle a vu la malhonnêteté de la personne lui-même. Elle a vu que ce qu'elle avait choisi de faire n'était que son impression personnelle et ses envies personnelles. Mais il y avait quelque chose au-delà de ses envies personnelles. Il y avait quelque chose au-delà de ses envies personnelles qui était le reste de sa vie. La continuité. Ce qu'elle allait recevoir par la suite. Mais elle a eu une ingratitude qui ne dit pas son nom. Et elle est venue sur les mêmes plateaux de télé pour dire son papa Gbagbo, mouah, tout en mentionnant que Gbagbo est son père. Lui au moins, il lui a donné ça. Mais l'autre là, qu'elle a défendu, lui ont tout arraché. Lui ont tout arraché. Antoinette Alani le dit. Mais quand Antoinette Alani dit ça là, vous autres là, qui suivez la fille qu'on appelle, elle s'appelle comment encore là, fausse tranquille, qui la suivez, mais c'est dans quel intérêt? Elle vous le dit aussi, que c'est parce que sa petite personne, je dis bien sa petite personne, n'avait pas été assistée, raison pour laquelle elle a suivi Alassane Draman Ouattara. Elle a suivi Adjoumani, qui est le collabo d'Alassane Ouattara. Bon, quand elle finit de vous dire ça, et que vous la suivez, vous partez sur sa page pour liker, est-ce que vous vous rendez compte que vous êtes en train de vraiment vous détourner de votre propre existence et aller s'unir aux problèmes personnels d'un individu? Parce qu'elle ne parle pas de vos problèmes, elle parle de ses problèmes personnels. Aujourd'hui, l'enfant d'Antoinette Alani a été assassiné. Mais il a été assassiné par qui? Après que Antoinette Alani ait fait des déclarations sur l'ingratitude de celui-là qu'elle a soutenu, les moments suivent, son enfant est assassiné. Et on veut faire croire aux gens que non, son enfant est allé jouer au ballon, il est tombé, il est mort. Mais Antoinette Alani aujourd'hui, là, son enfant qui est mort, est-ce que c'est notre enfant? Mais elle pleure son enfant. Pour un choix qu'elle a fait, qui lui a été fatal. Je préfère mourir dans la dignité, comme Mamadou Ben Soumaoro, comme Bombouabré, comme beaucoup que j'en passe, que de mourir dans la lâcheté. Parce que, comme vous ne le savez pas,
c'est pas seulement Antoinette Alani qui est morte. Hein. Il y a une autre là qui est morte aussi. J'ai oublié son nom là. Elle était au golf aussi avec eux. C'est une chanteuse. Elle est morte. Parce qu'elle a révélé qu'elle était au golf avec eux. Voilà ce qu'elle avait entendu. Ils l'ont tuée. Elle est morte. Donc pour vous dire, cette femme-là qu'on appelle Force Tranquille, vous qui êtes abonné à sa page là, qu'est-ce que vous recherchez? Qu'est-ce que vous recherchez? Tout pays a une histoire. L'histoire n'est pas focalisée sur la vie d'un individu. Même Nelson Mandela, l'histoire de l'Afrique du Sud n'était pas focalisée sur sa vie. C'était focalisé sur son combat, sur les raisons de son emprisonnement, qui partait dans l'intérêt de l'Afrique du Sud. Donc, il était pour la destruction de l'apartheid. Mais vous, là, quand vous suivez cette femme-là, qu'on appelle Force Tranquille, c'est quoi son combat pour vous? Votre riz, là, ça diminue. Votre courant, ça diminue. Votre situation de vie, ça s'améliore. Mais c'est pour améliorer votre situation de vie que Gbagbo a risqué toute sa vie entre prison et prison. Parce que quand il est venu au pouvoir, la première des choses qu'il a fait respecter, eh ben, c'est vos conditions de vie. Vos parents qui sont dans des villages, qui font le cacao ou le café, ils sont devenus des millionnaires. Et c'est à travers leurs millions que nos frères et sœurs payaient leurs études, payaient leur scolarité en Côte d'Ivoire. Regardez le taux de réussite au temps de Gbagbo et regardez le taux de réussite au temps de Ouattara. Il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Mais vous vous accentuez sur des bêtises. La Chine, avant de devenir ce qu'elle est, elle s'est d'abord industrialisée. Et ensuite, elle a créé maintenant des ponts, des routes, et tout ce que vous voulez. Mais vous n'avez rien. Et c'est vous qui convoitez les belles choses que vous voyez. C'est vraiment dommage. Famille, je vais finir cette vidéo-là avec les larmes d'Antoinette Alani. Et je vais dire, paix à son âme, son fils qui est décédé, elle pleure. Il ne faut pas se réjouir du malheur des autres, même quand ils ne sont pas des personnes exemplaires. Il faut pleurer leur mort. On va te dire ici, Antoinette Alani, Yako, je vais te laisser regarder, écouter. Je vais demander aux gens de se soutenir. Il connaît mon enfant, il connaît Alassane. Parce qu'il y a un problème. Toi, le maudit qui vient de parler pour dire que tu as joint quelqu'un à Niamblé là, si on t'a payé, je souhaite que tes enfants soient tués aussi. Maudit, maudit, maudit que tu sois. Depuis le 28, mon enfant, il doit tomber. Eux-mêmes, ils disent qu'il est tombé à moto. Quand quelqu'un tombe à moto et il travaille quelque part, on doit faire quoi? On ne doit pas l'amener à l'hôpital. Ils ont séquestré mon enfant. Ils l'ont frappé. Ils l'ont frappé depuis le 28. Et ils l'ont déposé à la maison. Ils ont maltraité mon enfant. Tu ne vois pas le corps de mon enfant? C'est le corps de ta mère qui est là. Moi, on n'a qu'à m'arrêter. Je viens en Côte d'Ivoire. Et si vous êtes garçon, arrêtez-moi. Maudit que vous êtes. Donc ça veut dire que c'est un coup que vous avez fait pour tuer mon enfant. Parce que ce commissaire a dit qu'il connaît mon enfant. Il connaît Alassane. Parce qu'il y a un problème qui a levé longtemps. J'ai dit à mon fils, qu'est-ce qui se passe? Il dit ce commissaire n'aime pas être l'agent. J'ai dit mon fils, il faut quitter là-bas. Il dit mon maman, je vais régérer. Quand je vais passer mon concours d'officier, comment on appelle, de commissaire, je vais quitter là-bas. C'est ce que mon fils m'a dit. C'est cela, il est resté. Ce commissaire punit toujours mon enfant. Ils l'ont frappé. Il est mort d'hémorragie. Et ses plaies se sont infectées. Ils sont allés voir une vieille à Niamblé là-bas pour soigner les plaies. Et c'est le lendemain que mon fils est mort. Ta mère con! Jamais ça, monsieur. Alors, ici, je vous demande de soutenir cette femme parce que on ne peut pas souhaiter la mort à son pire ennemi. Donc, je la soutiens. Mais voilà ce qu'on fait quand on fait de mauvais choix. Et demandez à Soroguem aujourd'hui, il vous dira ce qu'il vit. Demandez à Ahmed Bakayoko, il vous dira ce qu'il a vécu. Je préfère encore que Ahmed Bakayoko soit mort comme Bombo Abré, comme Mamadou Ben Soubaro, comme tous nos frères qui sont restés fidèles à la nation, à la patrie. Parce que leur mort, ceux-là qui sont restés fidèles, enseignent nos enfants. Pour votre orgueil, pour votre dignité, ne vous soumettez jamais. C'est pourquoi Jésus a refusé de se soumettre au diable, bien qu'il l'avait fait. Mais vous pensez à vos fins, à votre vente. Pour ça, vous pouvez vendre
vos nations. L'héritage qui vous a été donné par vos ancêtres. Et ça, j'ai vraiment pitié. Donc, et je vais te dire une chose. La soi-disant, la force tranquille, va chercher ta force ailleurs. Parce que ça, ce n'est pas une force. Ça, ce n'est pas une force. Ce que tu dis, force tranquille, ça, ce n'est pas une force. La force qui est en toi révèle la personne que tu es, qui demeure dans la dignité, dans la liberté. Ça, c'est une force. Mais quand une force te soumet à l'esclavage, une force te soumet au ridicule, ça ne devient plus une force, ça devient une faiblesse. Ça, c'est une faiblesse. Dis la faiblesse tranquille. Sur ce, je vous souhaite de passer un jour. À très bientôt. Ciao, ciao.